Une ténébreuse affaire par Honoré de Balzac. Partie 2 du livre audio. Chapitre 2 du roman. Revanche de Corentin. En attendant que la ferme destinée à Michu fût construite, le faux Judas se logea dans les communs, au-dessus des écuries, du côté de la fameuse brèche. Michu se procura 2 chevaux, un pour lui et un pour son fils, car tous deux se joignirent à Gothard pour accompagner mademoiselle de Cinq-Signes dans toutes ses promenades qui avaient pour but, comme on le pense, de nourrir les 4 gentilshommes et de veiller à ce qu'ils ne manquassent de rien. François et Gothard, aidés par Courreau et par les chiens de la comtesse, éclairaient les alentours de la cachette et s'assuraient qu'il n'y avait personne aux environs. Laurence et Michu apportaient les vivres que Marthe, sa mère et Catherine apprêtaient à l'insu des gens afin de concentrer le secret, car aucun d'eux ne mettait en doute qu'il y eût des espions dans le village. Aussi, par prudence, cette expédition n'eut-elle jamais lieu que 2 fois par semaine, et toujours à des heures différentes, tantôt le jour et tantôt la nuit. Ces précautions durèrent autant que le procès Rivière, Polignac et Moreau. Quand le Senatus consulte, qui appelait à l'Empire la famille Bonaparte et nommait Napoléon empereur, fut soumis à l'acceptation du peuple français, M. d'Hautesser signa sur le registre que vint lui présenter Goulard. Enfin, on apprit que le pape viendrait sacrer Napoléon. Mademoiselle de Cinq-Signes ne s'opposa plus dès lors à ce qu'une demande fût adressée par les 2 jeunes d'Hautesser et par ses cousins pour être rayés de la liste des émigrés et reprendre leurs droits de citoyens. Le bonhomme courut aussitôt à Paris et y alla voir le ci-devant marquis de Chargeboeuf, qui connaissait M. de Talleyrand. Ce ministre, alors en faveur, fit parvenir la pétition à Joséphine, et Joséphine la remit à son mari qu'on nommait empereur, majesté, sire, avant de connaître le résultat du scrutin populaire. Monsieur de Chargeboeuf, monsieur d'Hautesser et l'abbé Goujet, qui vint aussi à Paris, obtinrent une audience de Talleyrand, et ce ministre leur promit son appui. Déjà, Napoléon avait fait grâce aux principaux acteurs de la grande conspiration royaliste dirigée contre lui. Mais, quoique les 4 gentilshommes ne fussent que soupçonnés, au sortir d'une séance du Conseil d'État, l'empereur appela dans son cabinet le sénateur Malin, Fouché, Talleyrand, Cambacérès, Lebrun et Dubois, le préfet de police. « Messieurs, dit le futur empereur qui conservait encore son costume de premier consul, nous avons reçu des sieurs de Simeuse et d'Hautesser, officiers de l'armée du prince de Condé, une demande d'être autorisés à rentrer en France. »« Ils y sont, dit Fouché. »« Comme 1000 autres que je rencontre dans Paris, répondit Talleyrand. »« Je crois que vous n'avez point rencontré ceux-ci, car ils sont cachés dans la forêt de Nodesme, et s'y croient chez eux. » Il se garda bien de dire au premier consul et à Fouché les paroles auxquelles il avait dû la vie, mais en s'appuyant des rapports faits par Corentin, il convainquit le conseil de la participation des 4 gentilshommes au complot de messieurs de Rivière et de Polignac, en leur donnant Michu pour complice. Le préfet de police confirma les assertions du sénateur. Mais comment ce régisseur aurait-il su que la conspiration était découverte, au moment où l'empereur, son conseil et moi, nous étions les seuls qui eussent ce secret, demanda le préfet de police. Personne ne fit attention à la remarque de Dubois. S'ils sont cachés dans une forêt, et que vous ne les avez pas trouvés depuis 7 mois, dit l'empereur à Fouché, ils ont bien expié leur tort. Il suffit, dit Malin, effrayé de la perspicacité du préfet de police, que ce soient mes ennemis, pour que j'imite la conduite de votre majesté. Je demande donc leur radiation, et me constitue leur avocat auprès d'elle. Ils seront moins dangereux pour vous, réintégrés qu'émigrés, car ils auront prêté serment aux constitutions de l'Empire et aux lois, dit Fouché, qui regarda fixement Malin. En quoi menace-t-il monsieur le sénateur, dit Napoléon. Talleyrand s'entretint pendant quelque temps à voix basse avec l'empereur.
La radiation et la réintégration de messieurs de Simeuse et d'Hautesser parut alors accordée. « Sire, dit Fouché, vous pourrez encore entendre parler de ces gens-là. » Talleyrand, sur les sollicitations du duc de Grandlieu, venait de donner, au nom de ces messieurs, leur foi de gentilhomme, mot qui exerçait des séductions sur Napoléon, qu'il n'entreprendrait rien contre l'empereur, et faisait leur soumission sans arrière-pensée. Messieurs d'Hautesser et de Simeuse ne veulent plus porter les armes contre la France après les derniers événements. Ils ont peu de sympathie pour le gouvernement impérial et sont de ces gens que votre majesté devra conquérir. Mais ils se contenteront de vivre sur le sol français en obéissant aux lois, dit le ministre. Puis il mit sous les yeux de l'empereur une lettre qu'il avait reçue et où ses sentiments étaient exprimés. « Ce qui est si franc doit être sincère, dit l'empereur en regardant Lebrun et Cambacérès. Avez-vous encore des objections ? Demanda-t-il à Fouché. Dans l'intérêt de votre majesté, répondit le futur ministre de la police générale, je demande à être chargé de transmettre à ces messieurs leur radiation quand elle sera définitivement accordée, dit-il à haute voix. Soit, dit Napoléon en trouvant une expression soucieuse dans le visage de Fouché. Ce petit conseil fut levé sans que cette affaire parût terminée. Mais il eut pour résultat de mettre dans la mémoire de Napoléon une note douteuse sur les 4 gentilshommes. M. d'Hautesser, qui croyait au succès, avait écrit une lettre où il annonçait cette bonne nouvelle. Les habitants de Cinq-Signes ne furent donc pas étonnés de voir, quelques jours après, Goulard qui vint dire à Madame d'Hautesser et à Laurence qu'elles eussent à envoyer les 4 gentilshommes à Troyes, où le préfet leur remettrait l'arrêté qui les réintégrait dans tous leurs droits après leur prestation de serment et leur adhésion aux lois de l'Empire. Laurence répondit au maire qu'elle ferait avertir ses cousins et messieurs d'Hautesser. « Ils ne sont donc pas ici, dit Goulard. » Madame d'Hautesser regardait avec anxiété la jeune fille qui sortit en laissant le maire pour aller consulter Michu. Michu ne vit aucun inconvénient à délivrer immédiatement les émigrés. Laurence, Michu, son fils et Gothard partirent donc à cheval pour la forêt en emmenant un cheval de plus, car la comtesse devait accompagner les 4 gentilshommes à Troyes et revenir avec eux. Tous les gens qui apprirent cette bonne nouvelle s'attroupèrent sur la pelouse pour voir partir la joyeuse cavalcade. Les 4 jeunes gens sortirent de leur cachette, montèrent à cheval sans être vus et prirent la route de Troyes, accompagnés de mademoiselle de Cinq-Signes. Michu, aidé par son fils et Gothard, referma l'entrée de la cave et tous 3 revinrent à pied. En route, Michu se souvint d'avoir laissé dans le caveau les couverts et le gobelet d'argent qui servaient à ses maîtres. Il y retourna seul. En arrivant sur le bord de la mare, il entendit des voix dans la cave et alla directement vers l'entrée à travers les broussailles. « Vous venez sans doute chercher votre argenterie ?» lui dit Peyrade en souriant et lui montrant son gros nez rouge dans le feuillage. Sans savoir pourquoi, car enfin les jeunes gens étaient sauvés, Michu sentit à toutes ses articulations une douleur. Tant fut vive chez lui cette espèce d'appréhension vague, indéfinissable, que cause un malheur à venir. Néanmoins, il s'avança et trouva Corentin sur l'escalier, un rat de cave à la main. « Nous ne sommes pas méchants, dit-il à Michu. Nous aurions pu pincer vos ci-devant depuis une semaine, mais nous les avions radiés. Vous êtes un rude gaillard. Et vous nous avez donné trop de mal pour que nous ne satisfassions pas au moins notre curiosité. » « Je donnerais bien quelque chose, s'écria Michu, pour savoir comment et par qui nous avons été vendus. »« Si cela vous intrigue beaucoup, mon petit, dit en souriant Peyrade, regardez les fers de vos chevaux, et vous verrez que vous vous êtes trahi vous-même. »« Sans rancune, dit Corentin en faisant signe au capitaine de gendarmerie de venir avec les chevaux. Ce misérable ouvrier parisien qui ferait si bien les chevaux à l'anglaise et qui a quitté Cinq-Signes était un des leurs, s'écria Michu. Il aura suffi de faire reconnaître et suivre sur le terrain, quand il a fait humide, par un des leurs, déguisé en fagoteur, en braconnier, les pas de nos chevaux ferrés avec quelques crampons. Nous sommes quittes.
Michu se consola bientôt en pensant que la découverte de cette cachette était maintenant sans danger, puisque les gentilshommes redevenaient français et avaient recouvré leur liberté. Cependant, il avait raison dans tous ses pressentiments. La police et les jésuites ont la vertu de ne jamais abandonner ni leurs ennemis, ni leurs amis. Le bonhomme d'Hauteserre revint de Paris et fut assez étonné de ne pas avoir été le premier à donner la bonne nouvelle. Durieux préparait le plus succulent des dîners. Les gens s'habillaient et l'on attendait avec impatience les proscrits, qui, vers 4 heures, arrivèrent à la fois joyeux et humiliés, car ils étaient pour 2 ans sous la surveillance de la haute police, obligés de se présenter tous les mois à la préfecture et tenus de demeurer pendant ces 2 années dans la commune de Cinq-Signes. « Je vous enverrai à signer le registre », leur avait dit le préfet. Puis, dans quelques mois, vous demanderez la suppression de ces conditions, imposées d'ailleurs à tous les complices de Pichegru. J'appuierai votre demande. Ces restrictions assez méritées attristèrent un peu les jeunes gens. Laurence se mit à rire. « L'empereur des Français, dit-elle, est un homme assez mal élevé, qui n'a pas encore l'habitude de faire grâce. » Les gentilshommes trouvèrent à la grille tous les habitants du château et sur le chemin une bonne partie des gens du village, venus pour voir ces jeunes gens que leurs aventures avaient rendus fameux dans le département. Madame d'Hauteserre tint ses fils longtemps embrassés et montra un visage couvert de larmes. Elle ne put rien dire et resta saisie mais heureuse pendant une partie de la soirée. Dès que les jumeaux de Simeuse se montrèrent et descendirent de cheval, il y eut un cri général de surprise, causé par leur étonnante ressemblance. Même regard, même voix, même façon. L'un et l'autre, ils firent exactement le même geste en se levant sur leur selle, en passant la jambe au-dessus de la croupe du cheval pour le quitter et en jetant les guides par un mouvement pareil. Leur mise absolument la même aidait encore à les prendre pour de véritables ménechmes. Ils portaient des bottes à la Souvaroff, façonnées au coup de pied, des pantalons collants en peau blanche, des vestes de chasse vertes à boutons de métal, des cravates noires et des gants de daim. Ces 2 jeunes gens, alors âgés de 31 ans, étaient, selon une expression de ce temps, de charmants cavaliers. De taille moyenne, mais bien prise, ils avaient les yeux vifs, ornés de longs cils et nageant dans un fluide comme ceux des enfants. Des cheveux noirs, de beaux fronts et un teint d'une blancheur olivâtre. Leur parler, doux comme celui des femmes, tombait gracieusement de leurs belles lèvres rouges. Leur manière, plus élégante et plus polie que celle des gentilshommes de province, annonçait que la connaissance des hommes et des choses leur avait donné cette seconde éducation, plus précieuse encore que la première, et qui rend les hommes accomplis. Grâce à Michu, l'argent ne leur ayant pas manqué durant leur émigration, ils avaient pu voyager et furent bien accueillis dans les cours étrangères. Le vieux gentilhomme et l'abbé leur trouvèrent un peu de hauteur, mais dans leur situation, peut-être était-ce l'effet d'un beau caractère. Ils possédaient les éminentes petites choses d'une éducation soignée et déployaient une adresse supérieure à tous les exercices du corps. La seule dissemblance qui pût les faire remarquer existait dans les idées. Le cadet charmait autant par sa gaieté que l'aîné par sa mélancolie. Mais ce contraste, purement moral, ne pouvait s'apercevoir qu'après une longue intimité. « Ah, ma fille, dit Michu à l'oreille de Marthe, comment ne pas se dévouer à ces 2 garçons-là » Marthe, qui admirait et comme femme et comme mère les jumeaux, fit un joli signe de tête à son mari en lui serrant la main. Les gens eurent la permission d'embrasser leur nouveau maître. Pendant les 7 mois de réclusion à laquelle les 4 jeunes gens s'étaient condamnés, ils commirent plusieurs fois l'imprudence assez nécessaire de quelques promenades, surveillées d'ailleurs par Michu, son fils et Gothard. Durant ces promenades, éclairées par de belles nuits, Laurence, en rejoignant au présent le passé de leur vie commune, avait senti l'impossibilité de choisir entre les 2 frères. Un amour égal et pur pour les jumeaux lui partageait le cœur. Elle croyait avoir 2 cœurs.
De leur côté, les deux pôles n'avaient point osé se parler de leur imminente rivalité. Peut-être s'en étaient-ils déjà tous trois remis au hasard. La situation d'esprit où elle était agit sans doute sur Laurence, car après un moment d'hésitation visible, elle donna le bras aux deux frères pour entrer au salon, et fut suivie de monsieur et madame d'Hautesserre, qui tenaient et questionnaient leur fils. En ce moment, tous les gens crièrent « Vive les 5 cygnes et les cimeuses !» Laurence se retourna, toujours entre les deux frères, et fit un charmant geste pour remercier. Quand ces 9 personnes arrivèrent à s'observer, car dans toute réunion, même au cœur de la famille, il arrive toujours un moment où l'on s'observe après de longues absences, au premier regard qu'Adrien d'Hautesserre jeta sur Laurence, et qui fut surpris par sa mère et par l'abbé Goujet, il leur sembla que ce jeune homme aimait la comtesse. Adrien, le cadet des Hautesserre, avait une âme tendre et douce. Chez lui, le cœur était resté adolescent, malgré les catastrophes qui venaient d'éprouver l'homme. Semblable en ceci à beaucoup de militaires chez qui la continuité des périls laisse l'âme vierge, il se sentait oppressé par les belles timidités de la jeunesse. Aussi différait-il entièrement de son frère, homme d'aspect brutal, grand chasseur, militaire intrépide, plein de résolution, mais matériel et sans agilité d'intelligence, comme sans délicatesse dans les choses du cœur. L'un était toute âme, l'autre était toute action. Cependant, ils possédaient l'un et l'autre au même degré l'honneur qui suffit à la vie des gentilshommes. Brun, petit, maigre et sec, Adrien d'Hautesserre avait néanmoins une grande apparence de force, tandis que son frère, de haute taille, pâle et blond, paraissait faible. Adrien, d'un tempérament nerveux, était fort par l'âme. Robert, quoique lymphatique, se plaisait à prouver sa force purement corporelle. Les familles offrent de ces bizarreries dont les causes pourraient avoir de l'intérêt. Mais il ne peut en être question ici que pour expliquer comment Adrien ne devait pas rencontrer un rival dans son frère. Robert eut pour Laurence l'affection d'un parent et le respect d'un noble pour une jeune fille de sa caste. Sous le rapport des sentiments, l'aîné des d'Hautesserre appartenait à cette secte d'hommes qui considèrent la femme comme dépendante de l'homme, en restreignant au physique son droit de maternité, lui voulant beaucoup de perfection et ne lui en tenant aucun compte. Selon eux, admettre la femme dans la société, dans la politique, dans la famille, est un bouleversement social. Nous sommes aujourd'hui si loin de cette vieille opinion des peuples primitifs que presque toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas de la liberté funeste offerte par les nouvelles sectes, pourront s'en choquer. Mais Robert d'Hautesserre avait le malheur de penser ainsi. Robert était l'homme du Moyen-Âge, le cadet était un homme d'aujourd'hui. Ces différences, au lieu d'empêcher l'affection, l'avaient au contraire resserré entre les deux frères. Dès la première soirée, ces nuances furent saisies et appréciées par le curé, par mademoiselle Goujet et madame d'Hautesserre, qui, tout en faisant leur Boston, aperçurent déjà des difficultés dans l'avenir. À 23 ans, après les réflexions de la solitude et les angoisses d'une vaste entreprise manquée, Laurence, redevenue femme, éprouvait un immense besoin d'affection. Elle déploya toutes les grâces de son esprit et fut charmante. Elle révéla les charmes de sa tendresse avec la naïveté d'un enfant de 15 ans. Durant ces 13 dernières années, Laurence n'avait été femme que par la souffrance. Elle voulut se dédommager. Elle se montra donc aussi aimante et coquette qu'elle avait été jusque-là grande et forte. Aussi, les 4 vieillards qui restèrent les derniers au salon furent-ils assez inquiétés par la nouvelle attitude de cette charmante fille. Quelle force n'aurait pas la passion chez une jeune personne de ce caractère et de cette noblesse ? Les 2 frères aimaient également la même femme, et avec une aveugle tendresse. Qui des 2 Laurence choisirait-elle ? En choisir un, n'était-ce pas tuer l'autre ? Comtesse de son chef, elle apportait à son mari un titre et de beaux privilèges, une longue illustration.
Peut-être, en pensant à ces avantages, le marquis de Simeuse se sacrifierait-il pour faire épouser Laurence à son frère, qui, selon les vieilles lois, était pauvre et sans titre. Mais le cadet voudrait-il priver son frère d'un aussi grand bonheur que celui d'avoir Laurence pour femme ? De loin, ce combat d'amour avait eu peu d'inconvénients. Et d'ailleurs, tant que les deux frères coururent des dangers, le hasard des combats pouvait trancher cette difficulté. Mais qu'allait-il advenir de leur réunion ? Quand Marie-Paul et Paul-Marie, arrivés l'un et l'autre à l'âge où les passions sévissent de toute leur force, se partageraient les regards, les expressions, les attentions, les paroles de leur cousine, ne se déclarerait-il pas entre eux une jalousie dont les suites pouvaient être horribles ? Que deviendrait la belle existence égale et simultanée des jumeaux ? À ces suppositions, jetées une à une par chacun, pendant la dernière partie de Boston, Madame d'Hautesserre répondit qu'elle ne croyait pas que Laurence épouserait un de ses cousins. La vieille dame avait éprouvé durant la soirée un de ces pressentiments inexplicables qui sont un secret entre les mères et Dieu. Laurence, dans son fort intérieur, n'était pas moins effrayée de se voir en tête-à-tête avec ses cousins. Au drame animé de la conspiration, au danger que coururent les deux frères, au malheur de leur émigration, succédait un drame auquel elle n'avait jamais songé. Cette noble fille ne pouvait pas recourir aux moyens violents de n'épouser ni l'un ni l'autre des jumeaux. Elle était trop honnête femme pour se marier en gardant une passion irrésistible au fond de son cœur. Rester fille, lasser ses deux cousins en ne se décidant pas, et prendre pour mari celui qui lui serait fidèle malgré ses caprices, fut une décision moins cherchée qu'entrevue. En s'endormant, elle se dit que le plus sage était de se laisser aller au hasard. Le hasard est, en amour, la providence des femmes. Le lendemain matin, Michu partit pour Paris, d'où il revint quelques jours après, avec 4 beaux chevaux pour ses nouveaux maîtres. Dans 6 semaines, la chasse devait s'ouvrir, et la jeune comtesse avait sagement pensé que les violentes distractions de cet exercice seraient un secours contre les difficultés du tête-à-tête au château. Il arriva d'abord un effet imprévu qui surprit les témoins de ces étranges amours, en excitant leur admiration. Sans aucune convention méditée, les deux frères rivalisèrent auprès de leur cousine de soins et de tendresse, en y trouvant un plaisir d'âme qui sembla leur suffire. Entre eux et Laurence, la vie fut aussi fraternelle qu'entre eux deux. Rien de plus naturel. Après une si longue absence, ils sentaient la nécessité d'étudier leur cousine, de la bien connaître et de se bien faire connaître à elle l'un et l'autre en lui laissant le droit de choisir, soutenus dans cette épreuve par cette mutuelle affection qui faisait de leur double vie une même vie. L'amour, de même que la maternité, ne savait pas distinguer entre les deux frères. Laurence fut obligée, pour les reconnaître et ne pas se tromper, de leur donner des cravates différentes, une blanche à l'aîné, une noire pour le cadet. Sans cette parfaite ressemblance, sans cette identité de vie à laquelle tout le monde se trompait, une pareille situation paraîtrait justement impossible. Elle n'est même explicable que par le fait qui est un de ceux auxquels on ne croit qu'en les voyant. Et quand on les a vus, l'esprit est plus embarrassé de se les expliquer qu'il ne l'était d'avoir à les croire. Laurence parlait-elle ? Sa voix retentissait de la même manière dans 2 cœurs également aimants et fidèles. Exprimait-elle une idée ingénieuse, plaisante ou belle ? Son regard rencontrait le plaisir exprimé par 2 regards qui la suivaient dans tous ses mouvements, interprétaient ses moindres désirs et lui souriaient toujours avec de nouvelles expressions, gaies chez l'un, tendrement mélancoliques chez l'autre. Quand il s'agissait de leur maîtresse, les 2 frères avaient de ces admirables primeaux du cœur en harmonie avec l'action, et qui, selon l'abbé Goujet, arrivaient au sublime. Ainsi, souvent, s'il fallait aller chercher quelque chose, s'il était question d'un de ces petits soins que les hommes aiment tant à rendre à une femme aimée, l'aîné laissait le plaisir de s'en acquitter à son cadet, en reportant sur sa cousine
un regard à la fois touchant et fier. Le cadet mettait de l'orgueil à payer ces sortes de dettes. Ce combat de noblesse, dans un sentiment où l'homme arrive jusqu'à la jalouse férocité de l'animal, confondait toutes les idées des vieilles gens qui le contemplaient. Ces menus détails attiraient souvent des larmes dans les yeux de la comtesse. Une seule sensation, mais qui peut-être est immense chez certaines organisations privilégiées, peut donner une idée des émotions de Laurence. On la comprendra par le souvenir de l'accord parfait de deux belles voix comme celle de la Sontag et de la Malibran dans quelques harmonieux duos, par l'unisson complet de deux instruments que manient des exécutants de génie et dont les sons mélodieux entrent dans l'âme comme les soupirs d'un seul être passionné. Quelquefois, en voyant le marquis de Simeuse plongé dans un fauteuil, jeter un regard profond et mélancolique sur son frère qui causait et riait avec Laurence, le curé le croyait capable d'un immense sacrifice. Mais il surprenait bientôt dans ses yeux l'éclair de la passion invincible. Chaque fois qu'un des jumeaux se trouvait seul avec Laurence, il pouvait se croire exclusivement aimé. « Il me semble alors qu'ils ne sont plus qu'un », disait la comtesse à l'abbé Goujet, qui la questionnait sur l'état de son cœur. Le prêtre reconnut alors, en elle, un manque total de coquetterie. Laurence ne se croyait réellement pas aimée par deux hommes. « Mais, chère petite, » lui dit un soir madame d'Hautesser, dont le fils se mourait silencieusement d'amour pour Laurence, « il faudra cependant bien choisir. »« Laissez-nous être heureux, » répondit-elle. « Dieu nous sauvera de nous-mêmes. » Adrien d'Hautesser cachait au fond de son cœur une jalousie qui le dévorait, et gardait le secret sur ses tortures en comprenant combien il avait peu d'espoir. Il se contentait du bonheur de voir cette charmante personne qui, pendant quelques mois que dura cette lutte, brilla de tout son éclat. En effet, Laurence, devenue coquette, eut alors tous les soins que les femmes aimées prennent d'elles-mêmes. Elle suivait les modes et courut plus d'une fois à Paris pour paraître plus belle avec des chiffons ou quelques nouveautés. Enfin, pour donner à ses cousins les moindres jouissances du chez-soi, desquelles ils avaient été sevrés pendant si longtemps, elle fit de son château, malgré les hauts cris de son tuteur, l'habitation la plus complètement confortable qu'il y eût alors dans la Champagne. Robert d'Hautesser ne comprenait rien à ce drame sourd. Il ne s'apercevait pas de l'amour de son frère pour Laurence. Quant à la jeune fille, il aimait à la railler sur sa coquetterie, car il confondait ce détestable défaut avec le désir de plaire. Mais il se trompait ainsi sur toutes les choses de sentiment, de goût ou de haute instruction. Aussi, quand l'homme du Moyen-Âge se mettait en scène, Laurence en faisait-elle aussitôt, à son insu, le niais du drame. Elle égayait ses cousins en discutant avec Robert, en l'amenant à petits pas au beau milieu des marécages où s'enfoncent la bêtise et l'ignorance. Elle excellait à ces mystifications spirituelles qui, pour être parfaites, doivent laisser la victime heureuse. Cependant, quelque grossière que fût sa nature, Robert, durant cette belle époque, la seule heureuse que devaient connaître ces trois êtres charmants, n'intervint jamais entre les Simeuse et Laurence par une parole virile qui peut-être eût décidé la question. Il fut frappé de la sincérité des deux frères. Robert devina sans doute combien une femme pouvait trembler d'accorder à l'un des témoignages de tendresse que l'autre n'eût pas eus ou qui l'eussent chagriné. Combien l'un des frères était heureux de ce qui advenait de bien à l'autre, et combien il en pouvait souffrir au fond de son cœur. Ce respect de Robert explique admirablement cette situation qui, certes, aurait obtenu des privilèges dans les temps de foi où le souverain pontife avait le pouvoir d'intervenir pour trancher le nœud gordien de ces rares phénomènes, voisins des mystères les plus impénétrables. La Révolution avait retrempé ses cœurs dans la foi catholique. Ainsi, la religion rendait cette crise plus terrible encore, car la grandeur des caractères augmente la grandeur des situations. Aussi, monsieur et madame d'Hautesser
ni le curé, ni sa sœur n'attendaient-ils rien de vulgaire des deux frères ou de Laurence. Ce drame, qui resta mystérieusement enfermé dans les limites de la famille où chacun l'observait en silence, eut un cours si rapide et si lent à la fois. Il comportait tant de jouissances inespérées, de petits combats, de préférences déçues, d'espoirs renversés, d'attentes cruelles, de remises au lendemain pour s'expliquer, de déclarations muettes, que les habitants de Cinq-Signes ne firent aucune attention au couronnement de l'empereur Napoléon. Ces passions faisaient d'ailleurs trêve en cherchant une distraction violente dans les plaisirs de la chasse, qui, en fatiguant excessivement le corps, ôtent à l'âme les occasions de voyager dans les steppes si dangereux de la rêverie. Ni Laurence ni ses cousins ne songeaient aux affaires, car chaque jour avait un intérêt palpitant. « En vérité, dit un soir mademoiselle Goujet, je ne sais pas qui de tous ces amants aime le plus. » Adrien se trouvait seul au salon avec les 4 joueurs de Boston. Il leva les yeux sur eux et devint pâle. Depuis quelques jours, il n'était plus retenu dans la vie que par le plaisir de voir Laurence et de l'entendre parler. « Je crois, dit le curé, que la comtesse, en sa qualité de femme, aime avec beaucoup plus d'abandon. » Laurence, les 2 frères et Robert revinrent quelques instants après. Les journaux venaient d'arriver. En voyant l'inefficacité des conspirations tentées à l'intérieur, l'Angleterre armait l'Europe contre la France. Le désastre de Trafalgar avait renversé l'un des plans les plus extraordinaires que le génie humain ait inventé, et par lequel l'empereur eût payé son élection à la France avec les ruines de la puissance anglaise. En ce moment, le camp de Boulogne était levé. Napoléon, dont les soldats étaient inférieurs en nombre comme toujours, allait livrer bataille à l'Europe sur des champs où il n'avait pas encore paru. Le monde entier se préoccupait du dénouement de cette campagne. « Oh, cette fois, il succombera, » dit Robert en achevant la lecture du journal. « Il a sur les bras toutes les forces de l'Autriche et de la Russie, » dit Marie-Paul. « Il n'a jamais manœuvré en Allemagne, » ajouta Paul-Marie. « De qui parlez-vous » demanda Laurence. « De l'empereur, » répondirent les 3 gentilshommes. Laurence jeta sur ses 2 amants un regard de dédain qui les humilia, mais qui ravit Adrien. Le dédaigné fit un geste d'admiration, et il eut un regard d'orgueil où il disait assez qu'il ne pensait plus, lui, qu'à Laurence. « Vous le voyez, l'amour lui a fait oublier sa haine, » dit l'abbé Goujet à voix basse. Ce fut le premier, le dernier, l'unique reproche que les 2 frères encoururent. Mais, en ce moment, ils se trouvèrent inférieurs en amour à leur cousine qui, 2 mois après, n'apprit l'étonnant triomphe d'Austerlitz que par la discussion que le bonhomme d'Haute-Serre eut avec ses 2 fils. Fidèle à son plan, le vieillard voulait que ses enfants demandassent à servir. Ils seraient sans doute employés dans leur grade et pourraient encore faire une belle fortune militaire. Le parti du royalisme pur était devenu le plus fort à Cinq-Signes. Les 4 gentilshommes et Laurence se moquèrent du prudent vieillard qui semblait flairer les malheurs dans l'avenir. La prudence est peut-être moins une vertu que l'exercice d'un sens de l'esprit, s'il est possible d'accoupler ces 2 mots. Mais un jour viendra sans doute où les physiologistes et les philosophes admettront que les sens sont en quelque sorte la gaine d'une vive et pénétrante action qui procède de l'esprit. Après la conclusion de la paix entre la France et l'Autriche, vers la fin du mois de février 1806, un parent qui, lors de la demande en radiation, s'était employé pour messieurs de Simeuse et devait plus tard leur donner de grandes preuves d'attachement, le ci-devant marquis de Chargeboeuf, dont les propriétés s'étendent de Seine-et-Marne dans l'Aube, arriva de sa terre à Cinq-Signes, dans une espèce de calèche que, dans ce temps, on nommait par raillerie un berlingot. Quand cette pauvre voiture enfila le petit pavé, les habitants du château, qui déjeunaient, eurent un accès de rire. Mais, en reconnaissant la tête chauve du vieillard,
qui sortit entre les deux rideaux de cuir du berlingot, M. d'Otser le nomma, et tous levèrent le siège pour aller au-devant du chef de la maison de Chargeboeuf. « Nous avons le tort de nous laisser prévenir, » dit le marquis de Simeuse à son frère et au d'Otser. « Nous devions aller le remercier. » Un domestique, vêtu en paysan, qui conduisait de dessus un siège attenant à la caisse, planta dans un tuyau de cuir grossier un fouet de charretier et vint aider le marquis à descendre. Mais Adrien et le cadet de Simeuse le prévinrent, défirent la portière qui s'accrochait à des boutons de cuivre et sortirent le bonhomme malgré ses réclamations. Le marquis avait la prétention de donner son berlingot jaune à portière en cuir pour une voiture excellente et commode. Le domestique, aidé par Gothard, dételait déjà les 2 bons gros chevaux à croupe luisante et qui servaient sans doute autant à des travaux agricoles qu'à la voiture. « Malgré le froid. Mais vous êtes un preux des anciens jours, » dit Laurence à son vieux parent en lui prenant le bras et l'emmenant au salon. « Ce n'est pas à vous à venir voir un vieux bonhomme comme moi, » dit-il avec finesse en adressant ainsi des reproches à ses jeunes parents. « Pourquoi vient-il » se demandait le bonhomme d'Hautesserre. Monsieur de Chargeboeuf, joli vieillard de 67 ans, en culotte pâle, à petites jambes frêles et vêtu de bas chinés, portait un crapeau, de la poudre et des ailes de pigeon. Son habit de chasse, en drap vert, à boutons d'or, était orné de brandebourgs en or. Son gilet blanc éblouissait par d'énormes broderies en or. Cet attirail, encore à la mode parmi les vieilles gens, seyait à sa figure, assez semblable à celle du grand Frédéric. Il ne mettait jamais son tricorne pour ne pas détruire l'effet de la demi-lune dessinée sur son crâne par une couche de poudre. Il s'appuyait la main droite sur une canne à bec à corbin, en tenant à la fois et sa canne et son chapeau par un geste digne de Louis XIV. Ce digne vieillard se débarrassa d'une douillette en soie et se plongea dans un fauteuil, en gardant entre ses jambes son tricorne et sa canne, par une pose dont le secret n'a jamais appartenu qu'aux roués de la cour de Louis XV, et qui laissait les mains libres de jouer avec la tabatière, bijou toujours précieux. Aussi le marquis tira-t-il de la poche de son gilet, qui se fermait par une garde brodée en arabesque d'or, une riche tabatière. Tout en préparant sa prise et offrant du tabac à la ronde par un autre geste charmant, accompagné de regards affectueux, il remarqua le plaisir que causait sa visite. Il parut alors comprendre pourquoi les jeunes immigrés avaient manqué à leur devoir envers lui. Il eut l'air de se dire « Quand on fait l'amour, on ne fait pas de visite. » « Nous vous garderons pendant quelques jours, » dit Laurence. « C'est chose impossible, » répondit-il, « si nous n'étions pas si séparés par les événements, car vous avez franchi de plus grandes distances que celles qui nous éloignent les uns des autres. Vous sauriez, cher enfant, que j'ai des filles, des belles filles, des petites filles, des petits-enfants. Tout ce monde serait inquiet de ne pas me voir ce soir, et j'ai 18 lieues à faire. » « Vous avez de bien bons chevaux, » dit le marquis de Simeuse. « Oh, je viens de Troyes, où j'avais affaire hier. » Après les demandes voulues sur la famille, sur la marquise de Chargeboeuf et sur ces choses réellement indifférentes auxquelles la politesse veut qu'on s'intéresse vivement, il parut à M. d'Hautesser que M. de Chargeboeuf venait engager ses jeunes parents à ne commettre aucune imprudence. Selon le marquis, les temps étaient bien changés, et personne ne pouvait plus savoir ce que deviendrait l'empereur. « Oh, dit Laurence, il deviendra Dieu. » Le bon vieillard parla de concessions à faire. En entendant exprimer la nécessité de se soumettre, avec beaucoup plus d'assurance et d'autorité qu'il n'en mettait à toutes ses doctrines, M. d'Hautesser regarda ses fils d'un air presque suppliant. « Vous serviriez cet homme-là » dit le marquis de Simeuse au marquis de Chargeboeuf. « Mais oui, s'il le fallait dans l'intérêt de ma famille. » Enfin, le vieillard fit entrevoir, mais vaguement, des dangers lointains. Quand Laurence le somma de s'expliquer,
il engagea les 4 gentilshommes à ne plus chasser et à se tenir cois chez eux. « Vous regardez toujours les domaines de Gondreville comme à vous, dit-il à messieurs de Simeuse. Vous ravivez ainsi une haine terrible. Je vois, à votre étonnement, que vous ignorez qu'il existe contre vous de mauvais vouloirs à Troyes, où l'on se souvient de votre courage. Personne ne se gêne pour raconter comment vous avez échappé aux recherches de la police générale de l'Empire, les uns en vous louant, les autres en vous regardant comme les ennemis de l'empereur. Quelques séides s'étonnent de la clémence de Napoléon envers vous. Ceci n'est rien, vous avez joué des gens qui se croyaient plus fins que vous, et les gens de bas étage ne pardonnent jamais. Tôt ou tard, la justice, qui dans votre département procède de votre ennemi le sénateur Malin, car il a placé partout ses créatures, même les officiers ministériels, sa justice donc sera très contente de vous trouver engagé dans une mauvaise affaire. Un paysan vous cherchera querelle sur son champ quand vous y serez. Vous aurez des armes chargées, vous êtes vif, un malheur est alors bientôt arrivé. Dans votre position, il faut avoir 100 fois raison pour ne pas avoir tort. Je ne vous parle pas ainsi sans raison. La police surveille toujours l'arrondissement où vous êtes et maintient un commissaire dans ce petit trou d'Arcy exprès pour protéger le sénateur de l'Empire contre vos entreprises. Il a peur de vous, et il le dit. « Mais il nous calomnie !» s'écria le cadet des Simeuses. « Il vous calomnie, je le crois, moi. Mais que croit le public ? Voilà l'important. Michu a mis en joue le sénateur, qui ne l'a pas oublié. Depuis votre retour, la comtesse a pris Michu chez elle. Pour bien des gens, et pour la majeure partie du public, Malin a donc raison. Vous ignorez combien la position des émigrés est délicate en face de ceux qui se trouvent posséder leurs biens. Le préfet, homme d'esprit, m'a touché 2 mots de vous, hier, qui m'ont inquiété. Enfin, je ne voudrais pas vous voir ici. » Cette réponse fut accueillie par une profonde stupéfaction. Marie-Paul sonna vivement. « Gothard, dit-il au petit bonhomme qui vint, allez chercher Michu. » L'ancien régisseur de Gondreville ne se fit pas attendre. « Michu, mon ami, dit le marquis de Simeuse, est-il vrai que tu aies voulu tuer Malin ? Oui, monsieur le marquis. Et quand il reviendra, je le guetterai. Sais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir aposté, que notre cousine, en te prenant pour fermier, est accusée d'avoir trempé dans ton dessein ? Bonté du ciel, s'écria Michu, je suis donc maudit ? Je ne pourrai donc jamais vous défaire tranquillement de Malin. Non, mon garçon, non, reprit Paul-Marie, mais il va falloir quitter le pays et notre service. Nous aurons soin de toi. Nous te mettrons en position d'augmenter ta fortune. Vends tout ce que tu possèdes ici. Réalise tes fonds. Nous t'enverrons à Trieste chez un de nos amis qui a de vastes relations et qui t'emploiera très utilement jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici pour nous tous. Des larmes vinrent aux yeux de Michu, qui resta cloué sur la feuille du parquet où il était. « Y avait-il des témoins quand tu t'es embusqué pour tirer sur Malin ?» demanda le marquis de Chargeboeuf. Grévin le notaire causait avec lui. « C'est ce qui m'a empêché de le tuer, et bien heureusement. Madame la comtesse sait le pourquoi, » dit Michu en regardant sa maîtresse. « Ce Grévin n'est pas le seul à le savoir, » dit monsieur de Chargeboeuf, qui parut contrarié de cet interrogatoire, quoique fait en famille. « Cet espion qui, dans le temps, est venu pour entortiller mes maîtres, le savait aussi, » répondit Michu. Monsieur de Chargeboeuf se leva comme pour regarder les jardins et dit « Mais vous avez bien tiré parti de 5 signes. » Puis il sortit, suivi par les 2 frères et par Laurence, qui devinèrent le sens de cette interrogation. « Vous êtes francs et généreux, mais toujours imprudents, » leur dit le vieillard. « Que je vous avertisse d'un bruit public, qui doit être une calomnie, rien de plus naturel. Mais voilà que vous en faites une vérité pour des gens faibles comme monsieur, madame d'Hautesserre, et pour leurs fils. Oh, jeunes gens,
Vous devriez laisser Michu ici, et vous en allez, vous. Mais en tout cas, si vous restez dans ce pays, écrivez un mot au sénateur au sujet de Michu. Dites-lui que vous venez d'apprendre par moi les bruits qui couraient sur votre fermier et que vous l'avez renvoyé. Nous, s'écrièrent les deux frères, écrire à Malin, à l'assassin de notre père et de notre mère, au spoliateur effronté de notre fortune? Tout cela est vrai, mais il est un des plus grands personnages de la cour impériale et le roi de l'Aube. Lui qui a voté la mort de Louis XVI dans le cas où l'armée de Condé entrerait en France, sinon la réclusion perpétuelle, dit la comtesse de Cinq-Signes. Lui qui peut-être a conseillé la mort du duc d'Enghien, s'écria Paul-Marie. Mais si vous voulez récapituler ces titres de noblesse, s'écria le marquis, lui qui a tiré Robespierre par le pan de sa redingote pour le faire tomber quand il a vu ceux qui se levaient pour le renverser les plus nombreux, lui qui aurait fait fusiller Bonaparte si le 18 Brumaire eût manqué, lui qui ramènerait les Bourbons si Napoléon chancelait, lui que le plus fort trouvera toujours à ses côtés pour lui donner l'épée ou le pistolet avec lequel on achève un adversaire qui inspire des craintes. Mais raison de plus. Nous tombons bien bas, dit Laurence. Enfants, dit le vieux marquis de Chargeboeuf en les prenant tous trois par la main et les amenant à l'écart, vers une des pelouses alors couvertes d'une légère couche de neige. Vous allez vous emporter en écoutant les avis d'un homme sage, mais je vous les dois, et voici ce que je ferai. Je prendrai pour médiateur un vieux bonhomme, comme qui dirait « moi ». Je le chargerai de demander 1 million à Malin, contre une ratification de la vente de Gondreville. Oh, il y consentirait en tenant la chose secrète. Vous auriez, au taux actuel des fonds, 100 000 livres de rente, et vous iriez acheter quelques belles terres dans un autre coin de la France. Vous laisseriez régir Cinq-Signes à monsieur d'Hautesserre, et vous tireriez à la courte paille à qui de vous deux serait le mari de cette belle héritière. Mais le parler d'un vieillard est dans l'oreille des jeunes gens ce qu'est le parler des jeunes gens dans l'oreille des vieillards, un bruit dont le sens échappe. Le vieux marquis fit signe à ses trois parents qu'il ne voulait pas de réponse et regagna le salon où, pendant leur conversation, l'abbé Goujet et sa sœur étaient venus. La proposition de tirer à la courte paille la main de leur cousine avait révolté les deux Cimeuses, et Laurence était comme dégoûtée par l'amertume du remède que son parent indiquait. Aussi furent-ils tous trois moins gracieux pour le vieillard, sans cesser d'être polis. L'affection était froissée. Monsieur de Chargeboeuf, qui sentit ce froid, jeta sur ces trois charmants êtres, à plusieurs reprises, des regards pleins de compassion. Quoique la conversation devint générale, il revint sur la nécessité de se soumettre aux événements en louant M. d'Hautesserre de sa persistance à vouloir que ses fils prissent du service. Bonaparte, dit-il, fait des ducs. Il a créé des fiefs de l'Empire. Il fera des comtes. Malin voudrait être comte de Gondreville. C'est une idée qui peut, ajouta-t-il en regardant messieurs de Cimeuse, vous être profitable. Ou funeste, dit Laurence. Dès que ses chevaux furent mis, le marquis partit et fut reconduit par tout le monde. Quand il se trouva dans sa voiture, il fit signe à Laurence de venir, et elle se posa sur le marchepied avec une légèreté d'oiseau. « Vous n'êtes pas une femme ordinaire, et vous devriez me comprendre, » lui dit-il à l'oreille. « Malin a trop de remords pour vous laisser tranquille. Il vous tendra quelques pièges. Au moins prenez bien garde à toutes vos actions, même aux plus légères. Enfin, transigez. Voilà mon dernier mot. » Les deux frères restèrent debout près de leur cousine, au milieu de la pelouse, regardant dans une profonde immobilité le berlingot qui tournait la grille et s'envolait sur le chemin vers Troyes, car Laurence leur avait répété le dernier mot du bonhomme. L'expérience aura toujours le tort de se montrer en berlingot, en bas chiné et avec un crapaud sur la nuque.
Aucun de ces jeunes cœurs ne pouvait concevoir le changement qui s'opérait en France. L'indignation leur remuait les nerfs et l'honneur bouillonnait dans toutes leurs veines avec leur noble sang. « Le chef des Chargebœuf, dit le marquis de Simeuse, un homme qui a pour devise « Vienne un plus fort, Aazit fortior », un des plus beaux cris de guerre. « Il est devenu le bœuf, dit Laurence en souriant avec amertume. « Nous ne sommes plus au temps de Saint-Louis, reprit le cadet des Simeuses. « Mourir en chantant, s'écria la comtesse. Ce cri des 5 jeunes filles qui firent notre maison sera le mien. Le nôtre n'est-il pas Simeur? Ainsi, pas de quartier, reprit l'aîné des Simeuses. Car, en réfléchissant, nous trouverions que notre parent, le bœuf, a bien sagement ruminé ce qu'il est venu nous dire. Gondreville, devenir le nom d'un malin? La demeure, s'écria le cadet. Mansart l'a dessiné pour la noblesse, et le peuple y fera ses petits, dit l'aîné. Si cela devait être, j'aimerais mieux voir Gondreville brûler, s'écria mademoiselle de Cinq-Signes. Un homme du village, qui venait voir un veau que lui vendait le bonhomme d'Haute-Serre, entendit cette phrase en sortant de l'étable. « Rentrons, dit Laurence en souriant. Nous avons failli commettre une imprudence et donner raison au bœuf à propos d'un veau. Mon pauvre Michu, dit-elle en rentrant au salon. J'avais oublié ta frasque. Mais nous ne sommes pas en odeur de sainteté dans le pays. Ainsi, ne nous compromets pas. As-tu quelque autre peccadille à te reprocher? Je me reproche de n'avoir pas tué l'assassin de mes vieux maîtres avant d'accourir au secours de ceux-ci. Michu, s'écria le curé. Mais je ne quitterai pas le pays, dit-il, en continuant sans faire attention à l'exclamation du curé. Que je ne sache si vous y êtes en sûreté. J'y vois rôder des gars qui ne me plaisent guère. La dernière fois que nous avons chassé dans la forêt, il est venu à moi cette manière de garde qui m'a remplacé à Gondreville, et qui m'a demandé si nous étions là chez nous. Oh, mon garçon, lui ai-je dit, il est difficile de se déshabituer en 2 mois des choses qu'on fait depuis 2 siècles. Tu as tort, Michu, dit en souriant de plaisir le marquis de Simeuse. Qu'a-t-il répondu? Demanda monsieur d'Haute-Serre. Il a dit, reprit Michu, qu'il instruirait le sénateur de nos prétentions. Comte de Gondreville, reprit l'aîné des d'Haute-Serre. Ah, la bonne mascarade. Au fait, on dit Sa Majesté à Bonaparte. Et son Altesse à Monseigneur le Grand-Duc de Berg, dit le curé. Qui, celui-là? Fit monsieur de Simeuse. Murat, le beau-frère de Napoléon, dit le vieux d'Haute-Serre. Bon, reprit mademoiselle de Cinq-Signes. Et dit-on Sa Majesté à la veuve du marquis de Beauharnais? Oui, mademoiselle, dit le curé. Nous devrions aller à Paris, voir tout cela, s'écria Laurence. Hélas, mademoiselle, dit Michu, j'y suis allé pour mettre Michu au lycée. Je puis vous jurer qu'il n'y a pas à badiner avec ce qu'on appelle la garde impériale. Si toute l'année est sur ce modèle-là, la chose peut durer plus que nous. On parle de familles nobles qui prennent du service, dit monsieur d'Haute-Serre. Et d'après les lois actuelles, vos enfants, reprit le curé, seront forcés de servir. La loi ne connaît plus ni les rangs ni les noms. Cet homme nous fait plus de mal avec sa cour que la Révolution avec sa hache, s'écria Laurence. L'Église prie pour lui, dit le curé. Ces mots, dits coup sur coup, étaient autant de commentaires sur les sages paroles du vieux marquis de Chargebœuf. Mais ces jeunes gens avaient trop de foi, trop d'honneur pour accepter une transaction. Ils se disaient aussi ce que se sont dit à toutes les époques les partis vaincus, que la prospérité du parti vainqueur finirait, que l'empereur n'était soutenu que par l'armée, que le fait périssait tôt ou tard devant le droit, etc. Malgré ces avis,
ils tombèrent dans la fosse creusée devant eux et qu'eussent évité des gens prudents et dociles comme le bonhomme d'Hautesserre. Si les hommes voulaient être francs, ils reconnaîtraient peut-être que jamais le malheur n'a fondu sur eux sans qu'ils aient reçu quelque avertissement patent ou occulte. Beaucoup n'ont aperçu le sens profond de cet avis mystérieux ou visible qu'après leur désastre. Dans tous les cas, Madame la comtesse sait que je ne peux pas quitter le pays sans avoir rendu mes comptes, dit Michu tout bas à mademoiselle de Cinq-Signes. Elle fit pour toute réponse un signe d'intelligence au fermier qui s'en alla. Michu, qui vendit aussitôt ses terres à Beauvisage, le fermier de Bellache, ne put pas être payé avant une vingtaine de jours. Un mois donc après la visite du marquis, Laurence, qui avait appris à ses deux cousins l'existence de leur fortune, leur proposa de prendre le jour de la mi-carême pour retirer le million enterré dans la forêt. La grande quantité de neige tombée avait, jusqu'alors, empêché Michu d'aller chercher ce trésor. Mais il aimait mieux faire cette opération avec ses maîtres. Michu voulait absolument quitter le pays. Il se craignait lui-même. « Malin vient d'arriver brusquement à Gondreville, sans qu'on sache pourquoi, dit-il à sa maîtresse. Et je ne résisterai pas à faire mettre Gondreville en vente par suite du décès du propriétaire. Je me crois comme coupable de ne pas suivre mes inspirations. » « Par quelle raison peut-il quitter Paris au milieu de l'hiver ?»« Tout Arcy en cause, répondit Michu. Il a laissé sa famille à Paris et n'est accompagné que de son valet de chambre. Monsieur Grévin, le notaire d'Arcy, Madame Marion, la femme du receveur général de l'Aube, et belle-sœur du Marion, qui a prêté son nom à Malin, lui tiennent compagnie. » Laurence regarda la mi-carême comme un excellent jour, car il permettait de se défaire des gens. Les mascarades attiraient les paysans à la ville, et personne n'était aux champs. Mais le choix du jour serait précisément la fatalité qui s'est rencontrée en beaucoup d'affaires criminelles. Le hasard fit ses calculs avec autant d'habileté que mademoiselle de Cinq-Signes en mit aux siens. L'inquiétude de monsieur et madame d'Hautesserre devait être si grande de se savoir 1100 000 francs en or dans un château situé sur la lisière d'une forêt, que les d'Hautesserre, consultés, furent eux-mêmes d'avis de ne leur rien dire. Le secret de cette expédition fut concentré entre Gothard, Michu, les 4 gentilshommes et Laurence. Après bien des calculs, il parut possible de mettre 48 000 francs dans un long sac sur la croupe de chaque cheval. 3 voyages suffiraient. Par prudence, on convint donc d'envoyer tous les gens dont la curiosité pouvait être dangereuse à Troyes, y voir les réjouissances de la mi-carême. Catherine, Marthe et Durieux, sur qui l'on pouvait compter, garderaient le château. Les gens acceptèrent bien volontiers la liberté qu'on leur donnait et partirent avant le jour. Gothard, aidé par Michu, pansa et sella les chevaux de grand matin. La caravane prit par les jardins de Cinq-Signes, et de là, maîtres et gens gagnèrent la forêt. Au moment où ils montèrent à cheval, car la porte du parc était si basse que chacun fit le parc à pied en tenant son cheval par la bride, le vieux Beauvisage, le fermier de Bellache, vint à passer. « Allons !» s'écria Gothard. « Voilà quelqu'un. »« Oh, c'est moi !» dit l'honnête fermier en débouchant. « Salut, messieurs. Vous allez donc à la chasse, malgré les arrêtés de préfecture ? Ce n'est pas moi qui me plaindrai. Mais prenez garde. Si vous avez des amis, vous avez aussi bien des ennemis. »« Oh, dit en souriant le gros d'Hautesserre, Dieu veuille que notre chasse réussisse, et tu retrouveras tes maîtres. » Ces paroles, auxquelles l'événement donna un tout autre sens, valurent un regard sévère de Laurence à Robert. L'aîné des Cimeuses croyait que Malin restituerait la terre de Gondreville contre une indemnité. Ses enfants voulaient faire le contraire de ce que le marquis de Chargeboeuf leur avait conseillé. Robert, qui partageait leurs espérances, y pensait en disant cette fatale parole. « Dans tous les cas, motus, mon vieux, dit à Beauvisage Michu, qui partit le dernier en prenant la clé de la porte.
Il faisait une de ces belles journées de la fin de mars, où l'air est sec, la terre nette, le temps pur, et dont la température forme une espèce de contresens avec les arbres sans feuilles. Le temps était si doux que l'œil apercevait par places des champs de verdure dans la campagne. « Nous allons chercher un trésor, tandis que vous êtes le vrai trésor de notre maison, cousine, » dit en riant l'aînée des cimeuses. Laurence marchait en avant, ayant de chaque côté de son cheval un de ses cousins. Les deux d'Hautesserre la suivaient, suivis eux-mêmes par Michu. Gothard allait en avant pour éclairer la route. « Puisque notre fortune va se retrouver, en partie du moins, épousez mon frère, » dit le cadet à voix basse. « Il vous adore, vous serez aussi riche que doivent l'être les nobles d'aujourd'hui. »« Non, laissez-lui toute sa fortune, et je vous épouserai, moi qui suis assez riche pour deux, » répondit-elle. « Qu'il en soit ainsi, » s'écria le marquis de Simeuse. « Moi, je vous quitterai pour aller chercher une femme digne d'être votre sœur. » « Vous m'aimez donc moins que je ne le croyais, » reprit Laurence en le regardant avec une expression de jalousie. « Non, je vous aime plus tous les deux que vous ne m'aimez, » répondit le marquis. « Ainsi, vous vous sacrifieriez » demanda Laurence à l'aîné des Cimeuses en lui jetant un regard plein d'une préférence momentanée. Le marquis garda le silence. « Eh bien, moi, je ne penserai alors qu'à vous, et ce serait insupportable à mon mari, » reprit Laurence, à qui ce silence arracha un mouvement d'impatience. « Comment vivrais-je sans toi ?» s'écria le cadet en regardant son frère. « Mais cependant, vous ne pouvez pas nous épouser tous deux, » dit le marquis. Et, ajouta-t-il avec le ton brusque d'un homme atteint au cœur, « il est temps de prendre une décision. » Il poussa son cheval en avant pour que les deux d'Hautesserre n'entendissent rien. Le cheval de son frère et celui de Laurence imitèrent ce mouvement. Quand ils eurent mis un intervalle raisonnable entre eux et les trois autres, Laurence voulut parler, mais les larmes furent d'abord son seul langage. « J'irai dans un cloître, » dit-elle enfin. « Et vous laisseriez finir les 5 cygnes, » dit le cadet des Cimeuses. « Et au lieu d'un seul malheureux qui consent à l'être, vous en ferez 2. Non, celui de nous 2 qui ne sera que votre frère se résignera. En sachant que nous n'étions pas si pauvres que nous pensions l'être, nous nous sommes expliqués, dit-il en regardant le marquis. Si je suis le préféré, toute notre fortune est à mon frère. Si je suis le malheureux, il me la donne, ainsi que les titres de Cimeuse, car il deviendra 5 cygnes. De toute manière, celui qui ne sera pas heureux aura des chances d'établissement. Enfin, s'il se sent mourir de chagrin, il ira se faire tuer à l'armée pour ne pas attrister le ménage. « Nous sommes de vrais chevaliers du Moyen-Âge. Nous sommes dignes de nos pères, » s'écria l'aîné. « Parlez, Laurence. »« Nous ne voulons pas rester ainsi, » dit le cadet. « Ne crois pas, Laurence, que le dévouement soit sans volupté, » dit l'aîné. « Mes chers aimés, » dit-elle, « je suis incapable de me prononcer. Je vous aime tous deux comme si vous n'étiez qu'un seul être, et comme vous aimez votre mère. Dieu nous aidera. Je ne choisirai pas. Nous nous en remettrons au hasard, et j'y mets une condition. » « Laquelle ? » ?»« Celui de vous qui deviendra mon frère restera près de moi jusqu'à ce que je lui permette de me quitter. Je veux être seul juge de l'opportunité du départ. »« Oui, » dirent les 2 frères sans s'expliquer la pensée de leur cousine. « Le premier de vous 2 à qui madame d'Hautesserre adressera la parole ce soir à table, après le bénédicité, sera mon mari. Mais aucun de vous n'usera de supercherie et ne la mettra dans le cas de l'interroger. »« Nous jouerons franc jeu, » dit le cadet. Chacun des 2 frères embrassa la main de Laurence. La certitude d'un dénouement que l'un et l'autre pouvaient croire lui être favorable rendit les 2 jumeaux extrêmement gais. « De toute manière, chère Laurence, tu feras un compte de 5 cygnes, » dit l'aîné. « Et nous jouons à qui ne sera pas Cimeuse, »
dit le cadet. « Je crois, de ce coup, que madame ne sera pas longtemps fille, dit Michu derrière les deux d'Hautesserre. Mes maîtres sont bien joyeux. Si ma maîtresse fait son choix, je ne pars pas. Je veux voir cette noce-là. » Aucun des deux d'Hautesserre ne répondit. Une pie s'envola brusquement entre les d'Hautesserre et Michu, qui, superstitieux comme les gens primitifs, crut entendre sonner les cloches d'un service mortuaire. La journée commence donc gaiement pour les amants, qui voient rarement des pies quand ils sont ensemble dans les bois. Michu, armé de son plan, reconnut les places. Chaque gentilhomme s'était muni d'une pioche, les sommes furent trouvées. La partie de la forêt où elles avaient été cachées était déserte, loin de tout passage et de toute habitation. Ainsi, la caravane chargée d'or ne rencontra personne. Ce fut un malheur. En venant de Cinq-Signes pour chercher les derniers 200 000 francs, la caravane, enhardie par le succès, prit un chemin plus direct que celui par lequel elle s'était dirigée au voyage précédent. Ce chemin passait par un point culminant d'où l'on voyait le parc de Gondreville. « Le feu !» dit Laurence en apercevant une colonne de feu bleuâtre. « C'est quelque feu de joie !» répondit Michu. Laurence, qui connaissait les moindres sentiers de la forêt, laissa la caravane et piqua des deux jusqu'au pavillon de Cinq-Signes, l'ancienne habitation de Michu. Quoique le pavillon fût désert et fermé, la grille était ouverte, et les traces du passage de plusieurs chevaux frappèrent les yeux de Laurence. La colonne de fumée s'élevait d'une prairie du parc anglais où elle présuma que l'on brûlait des herbes. « Ah, vous en êtes aussi, mademoiselle !» s'écria Violette, qui sortit du parc sur son bidet au grand galop et qui s'arrêta devant Laurence. « Mais c'est une farce de carnaval, n'est-ce pas ? On ne le tuera pas. »« Qui ? » ?»« Vos cousins ne veulent pas sa mort. »« La mort de qui ? » ?»« Du sénateur. »« Tu es fou, Violette !»« Eh bien, que faites-vous donc là ?» demanda-t-il. À l'idée d'un danger couru par ses cousins, l'intrépide écuyère piqua des deux et arriva sur le terrain au moment où les sacs se chargeaient. « Alerte ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais rentrons à Cinq-Signes. » Pendant que les gentilshommes s'employaient au transport de la fortune sauvée par le vieux marquis, il se passait une étrange scène au château de Gondreville. À 2h après-midi, le sénateur et son ami Grévin faisaient une partie d'échecs devant le feu dans le grand salon du rez-de-chaussée. Madame Grévin et madame Marion causaient au coin de la cheminée, assises sur un canapé. Tous les gens du château étaient allés voir une curieuse mascarade annoncée depuis longtemps dans l'arrondissement d'Arcy. La famille du garde, qui remplaçait Michu au pavillon de Cinq-Signes, y était allée aussi. Le valet de chambre du sénateur et Violette se trouvaient alors seuls au château. Le concierge, 2 jardiniers et leurs femmes restaient à leur poste. Mais leur pavillon est situé à l'entrée des cours, au bout de l'avenue d'Arcy, et la distance qui existe entre ce tournebride et le château ne permettait pas d'y entendre un coup de fusil. D'ailleurs, ces gens se tenaient sur le pas de la porte et regardaient dans la direction d'Arcy, qui est à 1 demi-lieue, espérant voir arriver la mascarade. Violette attendait dans une vaste antichambre le moment d'être reçue par le sénateur et Grévin pour traiter l'affaire relative à la prorogation de son bail. En ce moment, 5 hommes masqués et gantés, qui, par la taille, les manières et l'allure, ressemblaient à messieurs d'Hautesserre, de Simeuse et à Michu, fondirent sur le valet de chambre et sur Violette, auquel ils mirent un mouchoir en forme de bâillon et qu'ils attachèrent à des chaises dans un office. Malgré la célérité des agresseurs, l'opération ne se fit pas sans que le valet de chambre et Violette eussent poussé chacun un cri. Ce cri fut entendu dans le salon. Les 2 femmes voulurent y reconnaître un cri d'alarme. « Écoutez, dit madame Grévin, voici des voleurs. »« Bah, c'est un cri de mi-carême, dit Grévin. Nous allons voir les masques au château. » Cette discussion donna le temps aux 5 inconnus de fermer les portes du côté de la cour d'honneur et d'enfermer le valet de chambre et Violette. Madame Grévin, femme assez entêtée, voulut absolument savoir la cause du bruit,
Elle se leva et donna dans les 5 masques, qui la traitèrent comme ils avaient arrangé Violette et le valet de chambre. Puis ils entrèrent avec violence dans le salon, où les 2 plus forts s'emparèrent du comte de Gondreville, le bâillonnèrent et l'enlevèrent par le parc, tandis que les 3 autres liaient et bâillonnaient également madame Marion et le notaire, chacun sur un fauteuil. L'exécution de cet attentat ne prit pas plus d'une demi-heure. Les 3 inconnus, bientôt rejoints par ceux qui avaient emporté le sénateur, fouillèrent le château de la cave au grenier. Ils ouvrirent toutes les armoires sans crocheter aucune serrure. Ils sondèrent les murs et furent enfin les maîtres jusqu'à 5 heures du soir. En ce moment, le valet de chambre acheva de déchirer avec ses dents les cordes qui liaient les mains de Violette. Violette, débarrassée de son bâillon, se mit à crier au secours. En entendant ces cris, les 5 inconnus rentrèrent dans les jardins, sautèrent sur des chevaux semblables à ceux de 5 cygnes et se sauvèrent, mais pas assez lestement pour empêcher Violette de les apercevoir. Après avoir détaché le valet de chambre, qui délia les femmes et le notaire, Violette enfourcha son bidet et courut après les malfaiteurs. En arrivant au pavillon, il fut aussi stupéfait de voir les 2 battants de la grille ouverts que de voir mademoiselle de 5 cygnes en vedette. Quand la jeune comtesse eut disparu, Violette fut rejointe par Grévin à cheval et accompagnée du garde champêtre de la commune de Gondreville, à qui le concierge avait donné un cheval des écuries du château. La femme du concierge était allée avertir la gendarmerie d'Arcy. Violette apprit aussitôt à Grévin sa rencontre avec Laurence et la fuite de cette audacieuse jeune fille dont le caractère profond et décidé leur était connu. « Elle faisait le guet, dit Violette. « Est-il possible que ce soit les nobles de 5 cygnes qui aient fait le coup ?» s'écria Grévin. « Comment ?» répondit Violette. « Vous n'avez pas reconnu ce gros Michu ? C'est lui qui s'est jeté sur moi. J'ai bien senti sa pogne. D'ailleurs, les 5 chevaux étaient bien ceux de 5 cygnes. » En voyant la marque du fer des chevaux sur le sable du rond-point et dans le parc, le notaire laissa le garde champêtre en observation à la grille pour veiller à la conservation de ces précieuses empreintes, et envoya Violette chercher le juge de paix d'Arcy pour les constater. Puis il retourna promptement au salon du château de Gondreville, où le lieutenant et le sous-lieutenant de la gendarmerie impériale arrivaient accompagnés de 4 hommes et d'un brigadier. Ce lieutenant était, comme on doit le penser, le brigadier à qui, 2 ans auparavant, François avait troué la tête, et à qui Corentin fit alors connaître son malicieux adversaire. Cet homme, appelé Giguet, dont le frère servait et devint un des meilleurs colonels d'artillerie, se recommandait par sa capacité comme officier de gendarmerie. Plus tard, il commanda l'escadron de l'Aube. Le sous-lieutenant, nommé Welf, avait autrefois mené Corentin de 5 cygnes au pavillon, et du pavillon à Troyes. Pendant la route, le Parisien avait suffisamment édifié l'Égyptien sur ce qu'il nomma la rouerie de Laurence et de Michu. Ces 2 officiers devaient donc montrer, et montrèrent, une grande ardeur contre les habitants de 5 cygnes. Malin et Grévin avaient, l'un pour le compte de l'autre, tous 2 travaillé au code dit de Brumaire en 4, l'œuvre judiciaire de la Convention dite nationale, promulguée par le Directoire. Ainsi Grévin, qui connaissait cette législation à fond, put opérer dans cette affaire avec une terrible célérité, mais sous une présomption arrivée à l'état de certitude relativement à la criminalité de Michu, de messieurs d'Hautesserre et de Simeuse. Personne aujourd'hui, si ce n'est quelques vieux magistrats, ne se rappelle l'organisation de cette justice que Napoléon renversait précisément alors par la promulgation de ses codes et par l'institution de sa magistrature qui régit maintenant la France. Le code de Brumaire en 4 réservait au directeur du jury du département la poursuite immédiate du délit commis à Gondreville. Remarquez, en passant, que la Convention avait rayé de la langue judiciaire le mot crime. Elle n'admettait que des délits contre la loi, délits emportant des amendes, l'emprisonnement, des peines infamantes ou afflictives. La mort était une peine afflictive. Néanmoins, la peine afflictive de la mort devait être supprimée à la paix
et remplacé par 24 années de travaux forcés. Ainsi, la Convention estimait que 24 années de travaux forcés égalaient la peine de mort. Que dire du code pénal qui inflige les travaux forcés à perpétuité? L'organisation alors préparée par le Conseil d'État de Napoléon supprimait la magistrature des directeurs du jury qui réunissait, en effet, des pouvoirs énormes. Relativement à la poursuite des délits et à la mise en accusation, le directeur du jury était en quelque sorte à la fois agent de police judiciaire, procureur du roi, juge d'instruction et cour royale. Seulement, sa procédure et son acte d'accusation étaient soumis au visa d'un commissaire du pouvoir exécutif et au verdict de 8 jurés auxquels il exposait les faits de son instruction, qui entendaient les témoins, les accusés, et qui prononçaient un premier verdict, dit d'accusation. Le directeur devait exercer sur les jurés, réunis dans son cabinet, une influence telle qu'ils ne pouvaient être que ses coopérateurs. Ces jurés constituaient le jury d'accusation. Il existait d'autres jurés pour composer le jury près le tribunal criminel chargé de juger les accusés. Par opposition aux jurés d'accusation, ceux-là se nommaient jurés de jugement. Le tribunal criminel, à qui Napoléon venait de donner le nom de cour criminelle, se composait d'un président, de 4 juges, de l'accusateur public et d'un commissaire du gouvernement. Néanmoins, de 1799 à 1806, il exista des cours dites spéciales, jugeant sans juré dans certains départements certains attentats, composées de juges pris au tribunal civil qui se formait en cour spéciale. Ce conflit de la justice spéciale et de la justice criminelle amenait des questions de compétence que jugeait le tribunal de cassation. Si le département de l'Aube avait eu sa cour spéciale, le jugement de l'attentat commis sur un sénateur de l'Empire y eût été sans doute déféré. Mais ce tranquille département était exempt de cette juridiction exceptionnelle. Grévin dépêcha donc le sous-lieutenant au directeur du jury de Troyes. L'Égyptien y courut bride abattue et revint à Gondreville, ramenant en poste ce magistrat quasi souverain. Le directeur du jury de Troyes était un ancien lieutenant de bailliage, ancien secrétaire appointé d'un des comités de la Convention, ami de Malin et placé par lui. Ce magistrat, nommé Le Chéneau, vrai praticien de la vieille justice criminelle, avait, ainsi que Grévin, beaucoup aidé Malin dans ses travaux judiciaires à la Convention. Aussi Malin le recommanda-t-il à Cambacérès, qui le nomma procureur général en Italie. Malheureusement, pour sa carrière, Le Chéneau eut des liaisons avec une grande dame de Turin, et Napoléon fut obligé de le destituer pour le soustraire à un procès correctionnel intenté par le mari à propos de la soustraction d'un enfant adultérin. Le Chéneau, devant tout à Malin et devinant l'importance d'un pareil attentat, avait amené le capitaine de la gendarmerie et un piquet de 12 hommes. Avant de partir, il s'était entendu naturellement avec le préfet qui, pris par la nuit, ne put se servir du télégraphe. On expédia sur Paris une estafette afin de prévenir le ministre de la police générale, le grand juge et l'empereur de ce crime inouï. Le Chéneau trouva dans le salon de Gondreville mesdames Marion et Grévin, Violette, le valet de chambre du sénateur, et le juge de paix, assisté de son greffier. Déjà des perquisitions avaient été pratiquées dans le château. Le juge de paix, aidé par Grévin, recueillait soigneusement les premiers éléments de l'instruction. Le magistrat fut tout d'abord frappé des combinaisons profondes que révélaient et le choix du jour et celui de l'heure. L'heure empêchait de chercher immédiatement des indices et des preuves. Dans cette saison, à 5h30, moment où Violette avait pu poursuivre les délinquants, il faisait presque nuit. Et, pour les malfaiteurs, la nuit est souvent l'impunité. Choisir un jour de réjouissance où tout le monde irait voir la mascarade d'Arcy et où le sénateur devait se trouver seul chez lui, n'était-ce pas éviter les témoins ?
Rendons justice à la perspicacité des agents de la préfecture de police, dit le Chéneau. Ils n'ont cessé de nous mettre en garde contre les nobles de Cinq-Cygnes, et nous ont dit que tôt ou tard ils feraient quelques mauvais coups. Sûr de l'activité du préfet de l'Aube, qui envoya dans toutes les préfectures environnant celle de Troyes des estafettes pour faire chercher les traces des 5 hommes masqués et du sénateur, le Chéneau commença par établir les bases de son instruction. Ce travail se fit rapidement avec 2 têtes judiciaires aussi fortes que celles de Grévin et du juge de paix. Le juge de paix, nommé Pigou, ancien premier clerc de l'étude où Malin et Grévin avaient étudié la chicane à Paris, fut nommé 3 mois après président du tribunal d'Arcy. En ce qui concernait Michu, le Chéneau connaissait les menaces précédemment faites par cet homme à M. Marion et le guet-apens auquel le sénateur avait échappé dans son parc. Ces 2 faits, dont l'un était la conséquence de l'autre, devaient être les prémices de l'attentat actuel et désignaient d'autant mieux l'ancien garde comme le chef des malfaiteurs que Grévin, sa femme, Violette et madame Marion déclaraient avoir reconnu dans les 5 individus masqués un homme entièrement semblable à Michu. La couleur des cheveux, celle des favoris, la taille trapue de l'individu rendaient son déguisement à peu près inutile. Quel autre que Michu, d'ailleurs, aurait pu ouvrir la grille de Cinq-Cygnes avec une clé? Le garde et sa femme, revenus d'Arcy et interrogés, déposèrent avoir fermé les 2 grilles à la clé. Les grilles, examinées par le juge de paix, assisté du garde champêtre et de son greffier, n'avaient offert aucune trace d'effraction. Quand nous l'avons mis à la porte, il aura gardé des doubles clés du château, dit Grévin. Mais il doit avoir médité quelques coups désespérés, car il a vendu ses biens en 20 jours, et en a touché le prix dans mon étude avant-hier. Ils lui auront tout mis sur le dos, s'écria le Chéneau, frappé de cette circonstance. Il s'est montré leur âme damnée. Qui pouvait, mieux que messieurs de Simeuse et d'Hautesserre, connaître les êtres du château? Aucun des assaillants ne s'était trompé dans ses recherches. Ils étaient allés partout avec une certitude qui prouvait que la troupe savait bien ce qu'elle voulait, et savait surtout où l'aller prendre. Aucune des armoires restées ouvertes n'avait été forcée. Ainsi, les délinquants en avaient les clés. Et, chose étrange, ils ne s'étaient pas permis le moindre détournement. Il ne s'agissait donc pas d'un vol. Enfin, Violette, après avoir reconnu les chevaux du château de Saint-Cygne, avait trouvé la comtesse en embuscade devant le pavillon du garde. De cet ensemble de faits et de dépositions, il résultait, pour la justice la moins prévenue, des présomptions de culpabilité relativement à messieurs de Simeuse, d'Hautesserre et Michu, qui dégénéraient en certitude pour un directeur du jury. Maintenant, que voulait-il faire du futur comte de Gondreville? Le forcer à une rétrocession de sa terre, pour l'acquisition de laquelle le régisseur annonçait, dès 1799, avoir des capitaux. Ici, tout changeait d'aspect. Le savant criminaliste se demanda quel pouvait être le but des recherches actives faites dans le château. Si ce fût agi d'une vengeance, les délinquants eussent pu tuer Malin. Peut-être le sénateur était-il mort et enterré? L'enlèvement accusait néanmoins une séquestration. Pourquoi la séquestration après les recherches accomplies au château? Certes, il y avait folie à croire que l'enlèvement d'un dignitaire de l'Empire resterait longtemps secret. La rapide publicité que devait avoir cet attentat en annulait les bénéfices. À ces objections, Pigou répondit que jamais la justice ne pouvait deviner tous les motifs des scélérats. Dans tous les procès criminels, il existait, du juge au criminel et du criminel au juge, des parties obscures. La conscience avait des abîmes où la lumière humaine ne pénétrait que par la confession des coupables. Grévin et le Chéneau firent un hochement de tête en signe d'assentiment, sans pour cela cesser d'avoir les yeux sur ces ténèbres qu'ils tenaient à éclairer. « L'empereur leur a pourtant fait grâce, dit Pigou à Grévin et à madame Marion. Il les a radiés de la liste, quoiqu'ils fussent de la dernière conspiration ourdie contre lui. » Le Chéneau, sans plus tarder, expédia toute sa gendarmerie sur la forêt et la vallée de Cinq-Cygnes en faisant accompagner Giguet
par le juge de paix qui devint, au terme du code, son officier de police judiciaire auxiliaire. Il le chargea de recueillir dans la commune de Cinq-Signes les éléments de l'instruction, de procéder au besoin à tout interrogatoire et, pour plus de diligence, il dicta rapidement et signa le mandat d'arrêt de Michu, sur qui les charges paraissaient évidentes. Après le départ des gendarmes et du juge de paix, le Chéneau reprit le travail important des mandats d'arrêt à décerner contre les Cimeuses et les D'Hautesserre. D'après le code, ces actes devaient contenir toutes les charges qui pesaient sur les délinquants. Giguet et le juge de paix se portèrent si rapidement sur Cinq-Signes qu'ils rencontrèrent les gens du château revenant de Troyes. Arrêtés et conduits chez le maire, chacun d'eux, ignorant l'importance de cette réponse, dit naïvement avoir reçu, la veille, la permission d'aller pendant toute la journée à Troyes. Sur une interpellation du juge de paix, chacun répondit également que mademoiselle leur avait offert de prendre cette distraction à laquelle ils ne songeaient pas. Ces dépositions parurent si graves au juge de paix qu'il envoya l'Égyptien à Gondreville prier monsieur le Chéneau de venir procéder lui-même à l'arrestation des gentilshommes de Cinq-Signes, afin d'opérer simultanément, car il se transportait à la ferme de Michu, pour y surprendre le prétendu chef des malfaiteurs. Ces nouveaux éléments parurent si décisifs que le Chéneau partit aussitôt pour Cinq-Signes, en recommandant à Grévin de faire soigneusement garder les empreintes laissées par le pied des chevaux dans le parc. Le directeur du jury savait quel plaisir causerait à Troyes sa procédure contre d'anciens nobles, les ennemis du peuple, devenus les ennemis de l'empereur. En de pareilles dispositions, un magistrat prend facilement de simples présomptions pour des preuves évidentes. Néanmoins, en allant de Gondreville à Cinq-Signes, dans la propre voiture du sénateur, le Chéneau, qui, certes, eût fait un grand magistrat sans la passion à laquelle il dut sa disgrâce, car l'empereur devint prude, trouva l'audace des jeunes gens et de Michu bien folle et peu en harmonie avec l'esprit de mademoiselle de Cinq-Signes. Il crut en lui-même à des intentions autres que celles d'arracher au sénateur une rétrocession de Gondreville. En toute chose, même en magistrature, il existe ce qu'il faut appeler la conscience du métier. Les perplexités de Le Chéneau résultaient de cette conscience que tout homme met à s'acquitter des devoirs qui lui plaisent et que les savants portent dans la science, les artistes dans l'art, les juges dans la justice. Aussi, peut-être, les juges offrent-ils aux accusés plus de garanties que les jurés. Le magistrat ne se fie qu'aux lois de la raison, tandis que le juré se laisse entraîner par les ondes du sentiment. Le directeur du jury se posa plusieurs questions à lui-même, en se proposant d'y chercher des solutions satisfaisantes dans l'arrestation même des délinquants. Quoique la nouvelle de l'enlèvement de Malin agitât déjà la ville de Troyes, elle était encore ignorée dans Arcy à 8 heures, car tout le monde soupait quand on y vint chercher la gendarmerie et le juge de paix. Enfin, personne ne la savait à Cinq-Signes, dont la vallée et le château étaient pour la seconde fois cernés, mais cette fois par la justice et non par la police. Les transactions, possibles avec l'une, sont souvent impossibles avec l'autre. Laurence n'avait eu qu'à dire à Marthe, à Catherine et aux Durieux de rester dans le château sans en sortir ni regarder au dehors pour être strictement obéis par eux. À chaque voyage, les chevaux stationnèrent dans le chemin creux en face de la brèche, et de là, Robert et Michu, les plus robustes de la troupe, avaient pu transporter secrètement les sacs par la brèche dans une cave située sous l'escalier de la tour dite de Mademoiselle. En arrivant au château vers 5h30, les 4 gentilshommes et Michu se mirent aussitôt à y enterrer l'or. Laurence et les D'Hautesserre jugèrent convenable de murer le caveau. Michu se chargea de cette opération en se faisant aider par Gothard, qui courut à la ferme chercher quelques sacs de plâtre restés lors de la construction. Et Marthe retourna chez elle pour donner secrètement les sacs à Gothard. La ferme bâtie par Michu se trouvait sur l'éminence d'où jadis il avait aperçu les gendarmes, et l'on y allait par le chemin creux. Michu, très affamé, se dépêcha si bien que, vers 7h30, il eut fini sa besogne.
Il revenait d'un pas lest, afin d'empêcher Gothard d'apporter un dernier sac de plâtre dont il avait cru avoir besoin. Sa ferme était déjà cernée par le garde champêtre de Cinq-Signes, par le juge de paix, son greffier et 3 gendarmes qui se cachèrent et le laissèrent entrer en l'entendant venir. Michu rencontra Gothard, un sac sur l'épaule, et lui cria de loin « C'est fini, petit, reporte-le et dîne avec nous !» Michu, le front en sueur, les vêtements souillés de plâtre et de débris de pierres meulières boueuses provenant des décombres de la brèche, entra tout joyeux dans la cuisine de sa ferme, où la mère de Marthe et Marthe servait la soupe en l'attendant. Au moment où Michu tournait le robinet de la fontaine pour se laver les mains, le juge de paix se présenta, accompagné de son greffier et du garde champêtre. « Que nous voulez-vous, monsieur Pigou ?» demanda Michu. « Au nom de l'empereur et de la loi, je vous arrête, » dit le juge de paix. Les 3 gendarmes se montrèrent alors, amenant Gothard. En voyant les chapeaux bordés, Marthe et sa mère échangèrent un regard de terreur. « Oh bah, et pourquoi ?» demanda Michu, qui s'assit à sa table en disant à sa femme. « Sers-moi, je meurs de faim. »« Vous le savez aussi bien que nous, » dit le juge de paix, qui fit signe à son greffier de commencer le procès-verbal, après avoir exhibé le mandat d'arrêt au fermier. « Eh bien, tu fais l'étonné, Gothard ? »« Veux-tu dîner, oui ou non ?» dit Michu. « Laisse-leur écrire leurs bêtises. »« Vous reconnaissez l'état dans lequel sont vos vêtements ?» dit le juge de paix. « Vous ne niez pas non plus les paroles que vous avez dites à Gothard dans votre cour. » Michu, servi par sa femme stupéfaite de son sang-froid, mangeait avec l'avidité que donne la faim, et ne répondait point. Il avait la bouche pleine et le cœur innocent. L'appétit de Gothard fut suspendu par une horrible crainte. « Voyons, » dit le garde champêtre à l'oreille de Michu, « qu'avez-vous fait du sénateur ?»« Il s'en va, pour vous, à entendre les gens de justice, de la peine de mort. »« Ah, mon Dieu !» cria Marthe, qui surprit les derniers mots et tomba comme foudroyée. « Violette nous aura joué quelque vilain tour !» s'écria Michu en se souvenant des paroles de Laurence. « Ah, vous savez donc que Violette vous a vu !» dit le juge de paix. Michu se mordit les lèvres et résolut de ne plus rien dire. Gothard imita cette réserve. En voyant l'inutilité de ses efforts pour le faire parler, et connaissant d'ailleurs ce qu'on nommait dans le pays la perversité de Michu, le juge de paix ordonna de lui lier les mains ainsi qu'à Gothard et de les emmener au château de Cinq-Signes, sur lequel il se dirigea pour y rejoindre le directeur du jury. Les gentilshommes et Laurence avaient trop appétit et le dîner leur offrait un trop violent intérêt pour qu'ils le retardassent en faisant leur toilette. Ils vinrent, elle en amazone, eux en culottes de peau blanche, en bottes à l'écuyère et dans leurs vestes de drap vert, retrouver au salon monsieur et madame d'Hautesserre, qui étaient assez inquiets. Le bonhomme avait remarqué des allées et venues, et surtout la défiance dont il fut l'objet, car Laurence n'avait pu le soumettre à la consigne des gens. Donc, à un moment où l'un de ses fils avait évité de lui répondre en s'enfuyant, il était venu dire à sa femme « Je crains que Laurence ne nous taille encore des croupières. »« Quelle espèce de chasse avez-vous faite aujourd'hui ?» demanda madame d'Hautesserre à Laurence. « Ah, vous apprendrez quelque jour le mauvais coup auquel vos enfants ont participé, » répondit-elle en riant. Quoique dites par plaisanterie, ces paroles firent frémir la vieille dame. Catherine annonça le dîner. Laurence donna le bras à monsieur d'Hautesserre et sourit de la malice qu'elle faisait à ses cousins en forçant l'un d'eux à offrir son bras à la vieille dame, transformée en oracle par leur convention. Le marquis de Simeuse conduisit madame d'Hautesserre à table. La situation devint alors si solennelle que, le bénédicité fini, Laurence et ses 2 cousins éprouvèrent au cœur des palpitations violentes. Madame d'Hautesserre, qui servait, fut frappée de l'anxiété peinte sur le visage des 2 Simeuses et de l'altération que présentait la figure moutonne de Laurence. « Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire !» s'écria-t-elle en les regardant tous.
À qui parlez-vous dit Laurence. À vous tous, répondit la vieille dame. Quant à moi, ma mère, dit Robert, j'ai une faim de loup. Madame d'Hauteserre, toujours troublée, offrit au marquis de Simeuse une assiette qu'elle destinait au cadet. Je suis comme votre mère, je me trompe toujours, même malgré vos cravates. Je croyais servir votre frère, lui dit-elle. Vous le servez mieux que vous ne pensez, dit le cadet en pâlissant. Le voilà comte de 5 cygnes. Ce pauvre enfant si gai devint triste pour toujours. Mais il trouva la force de regarder Laurence en souriant et de comprimer ses regrets mortels. En un instant, l'amant s'abîma dans le frère. « Comment ? La comtesse aurait fait son choix ?» s'écria la vieille dame. « Non, dit Laurence, nous avons laissé agir le sort, et vous en étiez l'instrument. » Elle raconta la convention stipulée le matin. L'aîné des Simeuses, qui voyait s'augmenter la pâleur du visage chez son frère, éprouvait de moment en moment le besoin de s'écrier « Épouse-la, j'irai mourir, moi !» Au moment où l'on servait le dessert, les habitants de 5 cygnes entendirent frapper à la croisée de la salle à manger, du côté du jardin. L'aîné des d'Hauteserre, qui alla ouvrir, livra passage au curé, dont la culotte s'était déchirée au treillis en escaladant les murs du parc. « Fuyez, on vient vous arrêter !»« Pourquoi ? Je ne sais pas encore, mais on procède contre vous. » Ces paroles furent accueillies par des rires universels. « Nous sommes innocents !» s'écrièrent les gentilshommes. « Innocents ou coupables, dit le curé, montez à cheval et gagnez la frontière. Là, vous serez à même de prouver votre innocence. On revient sur une condamnation par contumace. On ne revient pas d'une condamnation contradictoire obtenue par les passions populaires et préparée par les préjugés. Souvenez-vous du mot du président de Harley. Si l'on m'accusait d'avoir emporté les tours de Notre-Dame, je commencerais par m'enfuir. Mais fuir, n'est-ce pas s'avouer coupable, dit le marquis de Simeuse. Ne fuyez pas, dit Laurence. Toujours de sublimes sottises, dit le curé au désespoir. Si j'avais la puissance de Dieu, je vous enlèverais. Mais si l'on me trouve ici, dans cet état, ils tourneront contre vous et moi cette singulière visite. Je me sauve par la même voie. Songez-y. Vous avez encore le temps. Les gens de justice n'ont pas pensé au mur mitoyen du presbytère, et vous êtes cernés de tous côtés. Le retentissement des pas d'une foule et le bruit des sabres de la gendarmerie remplirent la cour et parvinrent dans la salle à manger quelques instants après le départ du pauvre curé, qui n'eut pas plus de succès dans ses conseils que le marquis de Chargeboeuf dans les siens. « Notre existence commune, dit mélancoliquement le cadet de Simeuse à Laurence, est une monstruosité, et nous éprouvons un monstrueux amour. Cette monstruosité a gagné votre cœur. Peut-être est-ce parce que les lois de la nature sont bouleversées en eux que les jumeaux dont l'histoire nous est conservée ont tous été malheureux. Quant à nous, voyez avec quelle persistance le sort nous poursuit. Voilà votre décision fatalement retardée. » Laurence était hébétée. Elle entendit comme un bourdonnement ces paroles, sinistres pour elle, prononcées par le directeur du jury. « Au nom de l'empereur et de la loi, j'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul Simeuse, Adrien et Robert d'Hauteserre. Ces messieurs, ajouta-t-il en montrant à ceux qui l'accompagnaient des traces de boue sur les vêtements des prévenus, ne nieront pas d'avoir passé une partie de cette journée à cheval. »« De quoi les accusez-vous » demanda fièrement mademoiselle de Saint-Cygne. « Vous n'arrêtez pas mademoiselle, dit Giguet. Je la laisse en liberté, sous caution, jusqu'à un plus ample examen des charges qui pèsent sur elle. » Goulard offrit sa caution en demandant simplement à la comtesse sa parole d'honneur de ne pas s'évader. Laurence foudroya l'ancien piqueur de la maison de Simeuse par un regard plein de hauteur qui lui fit de cet homme un ennemi mortel, et une larme sortit de ses yeux, une de ces larmes de rage qui annoncent un enfer de douleur. Les 4 gentilshommes échangèrent un regard terrible et restèrent immobiles. Monsieur et madame d'Hauteserre, craignant d'avoir été trompés par les 4 jeunes gens et par Laurence, étaient dans un état de stupeur indicible.
Cloués dans leur fauteuil, ses parents, qui se voyaient arracher leurs enfants après avoir tant craint pour eux et les avoir reconquis, regardaient sans voir, écoutaient sans entendre. « Faut-il vous demander d'être ma caution, monsieur d'Hautesserre ?» cria Laurence à son ancien tuteur qui fut réveillé par ce cri, pour lui clair et déchirant comme le son de la trompette du jugement dernier. Le vieillard essuya les larmes qui lui vinrent aux yeux, il comprit tout, et dit à sa parente d'une voix faible : « Pardon, comtesse, vous savez que je vous appartiens corps et âme. » Le Chéneau, frappé d'abord de la tranquillité de ses coupables qui dînaient, revint à ses premiers sentiments sur leur culpabilité quand il vit la stupeur des parents et l'air songeur de Laurence, qui cherchait à deviner le piège qu'on lui avait tendu. « Messieurs, dit-il poliment, vous êtes trop bien élevés pour faire une résistance inutile. Suivez-moi tous les quatre aux écuries, où il est nécessaire de détacher en votre présence les fers de vos chevaux, qui deviendront des pièces importantes au procès, et démontreront peut-être votre innocence ou votre culpabilité. Venez aussi, mademoiselle. » Le maréchal Ferrand de Cinq-Signes et son garçon avaient été requis par le Chéneau de venir en qualité d'experts. Pendant l'opération qui se faisait aux écuries, le juge de paix amena Gothard et Michu. L'opération de détacher les fers à chaque cheval et de les réunir en les désignant afin de procéder à la confrontation des marques laissées dans le parc par les chevaux des auteurs de l'attentat prit du temps. Néanmoins, le Chéneau, prévenu de l'arrivée de Pigou, laissa les accusés avec les gendarmes, vint dans la salle à manger pour dicter le procès-verbal et le juge de paix lui montra l'état des vêtements de Michu en racontant les circonstances de l'arrestation. « Ils auront tué le sénateur et l'auront plâtré dans quelques murailles, » dit en finissant Pigou à le Chéneau. « Maintenant, j'en ai peur, » répondit le magistrat. « Où as-tu porté le plâtre ?» dit-il à Gothard. Gothard se mit à pleurer. « La justice l'effraie, » dit Michu, dont les yeux lançaient des flammes comme ceux d'un lion pris dans un filet. Tous les gens de la maison, retenus chez le maire, arrivèrent alors. Ils encombrèrent l'antichambre où Catherine et les Durieux pleuraient et leur apprirent l'importance des réponses qu'ils avaient faites. À toutes les questions du directeur et du juge de paix, Gothard répondit par des sanglots. En pleurant, il finit par se donner une sorte d'attaque convulsive qui les effraya, et ils le laissèrent. Le petit drôle, ne se voyant plus surveillé, regarda Michu en souriant, et Michu l'approuva par un regard. Le Chéneau quitta le juge de paix pour aller presser les experts. « Monsieur, dit enfin madame d'Hautesserre, en s'adressant à Pigou, pouvez-vous nous expliquer la cause de ces arrestations ? Ces messieurs sont accusés d'avoir enlevé le sénateur à main armée et de l'avoir séquestré, car nous ne supposons pas qu'il l'ait tué, malgré les apparences. Et quelle peine encourraient les auteurs de ce crime ? Demanda le bonhomme. Mais comme les lois auxquelles il n'est pas dérogé par le code actuel resteront en vigueur, il y a peine de mort, reprit le juge de paix. Peine de mort ? S'écria madame d'Hautesserre, qui s'évanouit. Le curé se présenta dans ce moment avec sa sœur, qui appela Catherine et la Durieux. « Mais nous ne l'avons seulement pas vu, votre maudit sénateur !» s'écria Michu. « Madame Marion, madame Grévin, monsieur Grévin, le valet de chambre du sénateur Violette ne peuvent pas en dire autant de vous, » répondit Pigou avec le sourire aigre du magistrat convaincu. « Je n'y comprends rien, » dit Michu, que cette réponse frappa de stupeur et qui commença dès lors à se croire entortillé avec ses maîtres dans quelque trame ourdie contre eux. En ce moment, tout le monde revint des écuries. Laurence accourut à madame d'Hautesserre, qui reprit ses sens pour lui dire « Il y a peine de mort. » « Peine de mort ?» répéta Laurence en regardant les quatre gentilshommes. Ce mot répandit un effroi dont profita Giguet, en homme instruit par Corentin. « Tout peut s'arranger encore, dit-il en emmenant le marquis de Simeuse dans un coin de la salle à manger. Peut-être n'est-ce qu'une plaisanterie. Que diable, vous avez été militaire. Entre soldats, on s'entend. Qu'avez-vous fait du sénateur ? Si vous l'avez tué, tout est dit. Mais si vous l'avez séquestré, rendez-le. Vous voyez bien que votre coup est manqué. Je suis certain que le directeur du jury,
d'accord avec le sénateur, étouffera les poursuites. « Nous ne comprenons absolument rien à vos questions, » dit le marquis de Simeuse. « Si vous le prenez sur ce ton, cela ira loin, » dit le lieutenant. « Chère cousine, » dit le marquis de Simeuse, « nous allons en prison. Mais ne soyez pas inquiète, nous reviendrons dans quelques heures. Il y a dans cette affaire des malentendus qui vont s'expliquer. »« Je le souhaite pour vous, messieurs, » dit le magistrat en faisant signe à Giguet d'emmener les 4 gentilshommes. Gothard et Michu. « Ne les conduisez pas à 3, dit-il au lieutenant. « Gardez-les à votre poste d'Arcy. Ils doivent être présents demain, au jour, à la vérification des fers de leurs chevaux avec les empreintes laissées dans le parc. » Le Chéneau et Pigoux ne partirent qu'après avoir interrogé Catherine, Monsieur, Madame d'Hautesser et Laurence. Les Durieux, Catherine et Marthe déclarèrent n'avoir vu leur maître qu'au déjeuner. Monsieur d'Hautesser déclara les avoir vus à 3 heures. Quand, à minuit, Laurence se vit entre Monsieur et Madame d'Hautesser, devant l'abbé Goujet et sa sœur, sans les 4 jeunes gens qui, depuis 18 mois, étaient la vie de ce château, son amour et sa joie, elle garda pendant longtemps un silence que personne n'osa rompre. Jamais affliction ne fut plus profonde ni plus complète. Enfin, on entendit un soupir. On regarda. Marthe, oubliée dans un coin, se leva, disant « La mort, madame, on nous les tuera, malgré leur innocence. »« Qu'avez-vous fait ?» dit le curé. Laurence sortit sans répondre. Elle avait besoin de la solitude pour retrouver sa force au milieu de ce désastre imprévu.